Les vecteurs. Une notion qui peut paraître quand même un peu abstraite à première vue, mais qui pourtant, tu vas le voir, est super utile, que ce soit en mathématiques ou même en sciences de manière générale. Salut, aujourd'hui on va faire un petit récapitulatif complet du chapitre sur les vecteurs. Déjà, pour comprendre ce qu'est un vecteur, on va partir de quelque chose que tu connais déjà depuis longtemps, depuis quelques années déjà, tu vas le voir. Voici ici une petite figure et on va l'étudier un peu. Alors tout d'abord, on voit ici qu'on a un triangle ABC. Et on voit ensuite qu'un peu à côté, on a un autre triangle A'B'C'. Qu'est-ce qu'on peut remarquer? Eh bien, on constate ici qu'en fait, le triangle A'B'C', c'est exactement le même triangle que le triangle ABC, d'accord? Ce sont donc les mêmes triangles, à la seule différence près que le triangle A'B'C' a été en fait déplacé par rapport au triangle ABC. Donc cette notion de déplacement ici, en fait, ce n'est rien d'autre qu'une transformation. C'est une transformation d'une figure géométrique, et ça, tu connais cette transformation, c'est ce qu'on appelle une translation. Donc la translation d'une figure géométrique, je te le rappelle, que c'est simplement son déplacement dans le plan ou dans l'espace, d'accord? Ici, effectivement, le triangle ABC ne subit aucune modification, c'est-à-dire que les angles ne changent pas, il ne subit pas non plus de rotation, d'accord? On ne tourne pas le triangle, on ne l'agrandit pas, on ne le réduit pas, on ne lui fait pas subir d'étirement ou de contraction, on ne l'inverse pas non plus, on ne bouge pas non plus les points par rapport aux autres points. En revanche, ce qu'on fait, c'est qu'on déplace simplement la figure, c'est-à-dire que chacun des points, on va les déplacer de la même façon. Et ce déplacement, eh bien, on peut le représenter ici par des flèches. Tu le vois ici, la flèche bleue ici, c'est la flèche qui va de A jusqu'à A'. Cette deuxième flèche bleue va de B jusqu'à B', et la troisième flèche bleue va de C jusqu'à C'. Eh bien, un vecteur, c'est ça. Donc un vecteur, on peut le représenter par une flèche, et ça représente donc une translation, un déplacement. Eh bien, comment peut-on caractériser un vecteur? Eh bien, pour ça, il faut un peu étudier les trois vecteurs que je t'ai dessinés, essayer de trouver les caractéristiques qu'ils ont en commun. Tout d'abord, ce qu'on peut constater d'assez évident, c'est qu'ils ont la même longueur. Bah oui, ici, la longueur A', c'est la même que la longueur BB' ou que la longueur CC'. Effectivement, si je pars par exemple de A et que je dessine ici un autre vecteur qui va comme ça dans cette direction-là et qui s'arrête juste ici, tu vois ici que ce n'est pas du tout un vecteur qui a la même longueur que les autres, donc ce n'est évidemment pas le même vecteur. Donc un vecteur se caractérise déjà par une longueur qu'on va en fait appeler sa norme. En fait, la longueur, c'est la norme. Donc retiens bien ce mot de vocabulaire, d'accord, il est important. La norme d'un vecteur, c'est tout simplement la longueur de ce vecteur. Mais tu verras qu'après, ça sera beaucoup plus rigoureux de parler de la norme. Ensuite, si on regarde ces vecteurs, on remarque qu'ils ont la même direction. Alors la direction, il ne faut pas confondre ça avec le sens. Ça, le sens, on va en reparler juste après. Mais la direction, c'est la droite, d'accord? Si on prolonge un vecteur, c'est la droite par laquelle chaque vecteur va passer. Et donc la pente de cette droite, en fait, ça va caractériser la direction du vecteur. C'est la pente de cette droite qui nous intéresse. Par exemple, si je pars du point B et que je trace un vecteur comme ceci, voilà, les deux vecteurs ici, en bleu et en rouge, ici, n'ont pas la même direction, d'accord? Puisque la pente de la droite par laquelle passent ces vecteurs, ce n'est évidemment pas la même pente. Donc la deuxième caractéristique d'un vecteur, c'est évidemment donc sa direction, on l'a dit. Enfin, la troisième caractéristique, je t'ai un peu spoilé tout à l'heure, mais regarde, si cette fois-ci, je trace un vecteur en rouge comme ceci, tu vois que ce vecteur, il ressemble quand même beaucoup au troisième vecteur bleu qui va de C à C', sauf que là, sa différence, c'est qu'il va dans l'autre sens. Sa flèche, tu le vois, pointe dans l'autre sens. Donc bien sûr, je l'ai dit, ce n'est donc pas le même vecteur à cause du sens ici qui diffère. Donc la troisième caractéristique d'un vecteur, c'est donc son sens. Donc pour connaître le sens du vecteur, il faut simplement regarder le sens de la flèche. Et voilà, on a donc écrit ici les trois caractéristiques d'un vecteur. Donc un vecteur se caractérise par sa norme, autrement dit sa longueur, sa direction, ce qui correspond à la pente de la droite qui dirige ce vecteur, et ensuite son sens qui correspond donc au sens de la flèche et ce qui va donc ici plutôt à gauche ou plutôt à droite, d'accord? C'est ça ici qui diffère. Donc pour retenir cette histoire de direction et de sens, déjà dans direction on a D comme droite, d'accord? Donc la direction c'est vraiment la droite qui nous intéresse, c'est la pente de la droite, peu importe si ça va à gauche, à droite, en haut, en bas, ce qui compte c'est la droite. Et puis le sens, pour retenir le sens, il faut penser au sens interdit.
interdit, le panneau du sens interdit. Hein, quand tu es en voiture, il y a des rues que tu ne peux pas emprunter dans un sens parce que tu as un panneau sens interdit qui te dit que dans ce sens-là, tu n'as pas le droit. Mais évidemment, dans l'autre sens, de l'autre côté de la rue, tu as le droit de l'emprunter, cette rue. Hein, c'est ce qu'on appelle aussi une rue à sens unique, d'accord, puisqu'il n'y a qu'un seul sens qui est permis pour traverser cette rue. Donc voilà comment retenir ici ces deux différences de vocabulaire, la direction et le sens. Il ne faut pas les confondre, d'accord, ce n'est pas la même chose. Donc retiens bien ici ces moyens mnémotechniques. Alors en mathématiques, il faut bien évidemment introduire des notations pour parler des vecteurs, hein, de la même manière que pour les droites, tu sais qu'on utilise des parenthèses, pour les segments on utilise des crochets. Mais ici pour les vecteurs, il faut aussi introduire donc une notation et on va utiliser ce symbole de flèche, tu vas le voir. Donc déjà on va s'intéresser au vecteur A'. Donc le vecteur A', on va l'écrire en fait tout simplement comme ceci, A' avec une flèche au-dessus. Ça c'est donc le vecteur A'. Et donc mathématiquement en fait le vecteur A', ça correspond à la translation, d'accord, qui transforme le point A en le point A'. Donc retiens bien cette phrase, si ton prof de maths te demande qu'est-ce que le vecteur A', eh bien tu lui réponds que le vecteur A', c'est la translation qui transforme le point A en le point A'. Mais cette translation A', je te l'ai dit au tout début, en fait c'est la même translation qui transforme le point B en le point B'. Bah oui, hein, si tu regardes les flèches bleues ici, tu vois que ces vecteurs sont exactement les mêmes. Et pourquoi ce sont les mêmes vecteurs? Eh bien tout simplement parce qu'ils ont la même norme, la même longueur évidemment, la même direction parce que la pente de la droite qui les dirige, bah, c'est la même partout, hein. La pente de la droite ici, A', c'est la même pente que la droite BB' ou que la droite CC', et ces vecteurs vont aussi dans le même sens, hein, de la gauche vers la droite. Donc le vecteur A', est le même que le vecteur BB' ou que le vecteur CC'. Et ça, on peut l'écrire donc avec une égalité. Donc le vecteur A', on peut dire qu'il est égal au vecteur BB', et il est aussi égal au vecteur CC'. Donc voilà, il faut faire super attention lorsqu'on parle d'égalité de vecteurs. En fait, ce qui nous intéresse quand on parle de vecteurs, ce ne sont pas les points, hein, le point de départ et le point d'arrivée, ça on s'en fiche. Ce qui nous intéresse, c'est le déplacement qui est effectué. Donc effectivement, le déplacement qui est effectué entre A et A', bien c'est le même déplacement que entre B et B', et c'est le même déplacement que entre C et C'. D'ailleurs, plutôt que de parler de point de départ et de point d'arrivée, on va plutôt parler en fait d'origine et d'extrémité, d'accord? L'origine du vecteur A', c'est A, et l'extrémité du vecteur A', c'est A'. Donc voilà, retiens bien ces deux mots de vocabulaire, ils sont super importants. Bon, ensuite, juste avant, donc on a dit que le vecteur A', était le même que le vecteur BB' et le même que le vecteur CC', mais ça veut dire que je pourrais en fait inventer d'autres vecteurs, n'importe où ici, que ce soit sur la figure ou même à l'extérieur, qui seraient en fait égaux au vecteur A'. Par exemple, je peux ici très bien créer un vecteur DD' en essayant ici de faire exactement le même vecteur, voilà. Donc DD' ici. Eh bien donc on peut dire que le vecteur DD', c'est le même que le vecteur A'. Donc ici on peut encore écrire c'est égal au vecteur DD', etc. Donc je peux créer une infinité de points. Et en fait ces vecteurs-là, A', BB', CC', DD', on peut leur donner un nom plus général, c'est-à-dire que plutôt que d'écrire des noms de points, on peut choisir une lettre pour appeler eh bien, ce vecteur, tu vois. Ici, à chaque fois, on a le même vecteur, donc on peut eh bien, choisir une lettre, n'importe laquelle, pour dire que voilà, ce vecteur A', BB', CC', DD', il va être égal à ce vecteur et on n'y touche plus, ça va être le nom de notre vecteur et ça sera le même qu'on va utiliser partout. Et donc en général pour les vecteurs on choisit la lettre U. Alors pourquoi U? Parce que bon, c'est proche de la lettre V, hein, V pour vecteur, et comme on a trois lettres ici qui se ressemblent, U, V et W, on choisit U pour le premier vecteur, et si on a un deuxième ou un troisième vecteur qui vont être différents de U, ben on va les appeler V et W, puisqu'évidemment X, Y, Z c'est déjà pris pour les nombres, en général X, Y et Z ce sont des nombres, mais voilà, U, V, W ce sont des vecteurs, donc là par exemple ce vecteur A', on va l'appeler U. Et ce U on n'y touche pas, c'est-à-dire que quel que soit ici le vecteur que l'on va choisir dans la figure, que ce soit A', BB', CC' ou DD', eh bien quel qu'il soit on va l'appeler U. Donc ça on peut l'écrire sur notre figure, ici ça va être U, ici ça va être encore U, celui-là ça va être encore U, et celui-là encore une fois U.
U. Et en fait, les vecteurs A, A', BB', CC' et DD', ce sont en fait ce qu'on appelle des représentants de U. En fait, un vecteur a donc une infinité de représentants dans l'espace ou dans le plan. Donc ici, si je dois donner des représentants de mon vecteur U dans le plan ici du tableau, eh bien on a le vecteur AA' qui est un représentant de U, le vecteur BB' qui est un représentant de U, pareil pour le vecteur CC' ou le vecteur DD'. Bon voilà, ici on a fait donc une introduction sur les vecteurs. Tu vois, on a déjà pas mal de notions qu'il faut retenir. Maintenant, on va passer à des choses un peu plus poussées. Bien, on va parler maintenant du vecteur nul. Alors le vecteur nul, c'est un vecteur dont la norme vaut 0. La norme, pour rappel, c'est la longueur du vecteur, d'accord? La norme du vecteur, c'est la même chose que sa longueur. Et donc si la norme de ce vecteur est égale à 0, eh bien on dit donc que ce vecteur est nul. Et un exemple que l'on peut prendre, eh bien c'est celui-ci. Ici, tu le vois, j'ai dessiné un unique point A, comme ça, perdu au milieu de nulle part sur le tableau. C'est même un petit peu triste. Et donc si on s'intéresse à la translation qui transforme A en A, c'est donc la translation qui transforme un point en lui-même. Ce n'est vraiment pas très intéressant, hein. Ici donc le point ne subit aucune transformation. Et bien comme ce point n'a subi aucune transformation, et bien on peut dire que le point A a subi une translation de vecteur nul. Et donc comme c'est la translation qui transforme A en lui-même, on peut très bien l'écrire AA, comme ça, le vecteur AA. Eh bien ça, on a dit que c'était le vecteur nul, et donc le vecteur nul peut s'écrire sous la forme d'un 0, muni d'une flèche juste au-dessus. Bon, donc on a parlé juste avant de la norme. La norme peut s'écrire en fait avec deux barres comme ceci, avec le vecteur au milieu. Donc ici, la norme de AA, comme ceci, deux barres à gauche et à droite. La norme de AA, c'est égal donc à la norme du vecteur nul, comme ceci, et c'est égal à 0. Ok, un vecteur est nul si et seulement si sa norme est égale à 0. On va garder notre point A et puis on va lui rajouter quand même un petit copain parce que comme il se sent seul, ça va être quand même un peu plus sympa de passer ses journées avec un ami. On l'appelle donc naturellement le point B. Et je vais donc dessiner le vecteur qui représente la translation qui transforme le point A en le point B. Et on va maintenant parler d'opposé de vecteur. Alors l'opposé du vecteur AB, ben, ça représente quoi? Ben, ça représente tout simplement le vecteur qui a la même direction, qui a la même norme, mais qui a un sens contraire, un sens opposé au vecteur AB. C'est-à-dire que l'opposé du vecteur AB, eh bien, on peut le dessiner ici dans l'autre sens, c'est-à-dire de l'autre côté, comme ceci. Premier coup, et donc on peut ici inventer un nouveau point qui va être le point C ici, et donc le vecteur AC, c'est l'opposé du vecteur AB, et donc on va l'écrire avec un moins, comme avec les nombres, hein. Quand on a l'opposé on met un moins, ben ici c'est pareil avec les vecteurs, hein. Le vecteur AC c'est égal à moins le vecteur AB. Bon, admettons que le vecteur AB, on l'appelle U, d'accord? On a le droit de lui mettre une lettre, hein, je l'ai dit tout à l'heure, et que le vecteur AC, on l'appelle V, par exemple, donc ici c'est V. Eh bien, on peut donc écrire que le vecteur V, c'est égal à l'opposé, donc moins, le vecteur U. Mais on peut aussi écrire le contraire, si on veut, en fait, le vecteur U, c'est aussi égal à moins le vecteur V, d'accord? Un vecteur qui est opposé à un deuxième, bah, ça veut dire aussi que le deuxième est opposé au premier. Mais on l'a dit tout à l'heure, un vecteur a une infinité de représentants, c'est-à-dire qu'ici, ce vecteur V, je peux très bien le mettre où je veux ici dans le plan du tableau, ça sera exactement le même vecteur. Et si par exemple, au lieu de choisir le point A comme origine du vecteur V, je choisis le point B, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, essayons de tracer le vecteur V, mais avec B pour origine. Eh bien, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on va avoir un vecteur donc comme ceci, d'accord? Je le mets pas exactement au même endroit parce que sinon il va être confondu avec le vecteur U. Mais si on le trace à partir du point B, ben on se rend compte en fait que l'extrémité de ce vecteur V, ça sera A. Et donc ce vecteur c'est aussi le vecteur V. Donc ce sont exactement les mêmes vecteurs, hein, mais avec les points qui ont été choisis pour origine ou pour extrémité qui diffèrent. Donc on se rend compte assez bien en fait que le vecteur V, ben en fait c'est le même que le vecteur BA. Donc ça on peut l'écrire V c'est égal à BA. Ce qui nous amène donc à l'égalité suivante. Le vecteur AB est égal à moins le vecteur BA. Le vecteur BA, c'est donc l'opposé du vecteur AB. On arrive donc à la propriété du parallélogramme. Le vecteur AB est égal au vecteur CD si et seulement si
ABDC est un parallélogramme. Attention, hein, c'est bien ABDC et non pas ABCD. C'est important et tu vas le voir juste après pourquoi. Bon, du coup, on va placer des points. Donc, on place le point A ici, le point B, par exemple, ici. Et ensuite, on va prendre un autre point, n'importe où, par exemple ici, le point C. Et puis, le point D, ben, on va pas le prendre n'importe comment. On va faire en sorte que le vecteur AB soit le même que le vecteur CD. Donc, on va prendre ici cette longueur-là, on va la reporter ici. Et donc, le point D, pardon, il sera juste ici. On trace les vecteurs AB et CD. Donc, ça, c'est le vecteur AB. Ça, c'est le vecteur CD. Et donc, évidemment, ce sont les mêmes vecteurs, puisqu'on a fait en sorte que ce soit les mêmes. Et donc, on remarque assez facilement qu'en fait, le quadrilatère ABDC, c'est un parallélogramme. Regarde, si je trace les côtés manquants ici, on trace ceci, eh bien, on se rend compte qu'ici, on a bien un parallélogramme. On va faire un autre exemple pour la route. Par exemple, le point A ici et le point A juste là. On va prendre un autre exemple pour la route. Donc, on va mettre un point A ici et un point B là. On va mettre un point C juste ici et donc un point D qui va être à peu près par là. Eh bien les vecteurs AB et CD, ce sont les mêmes vecteurs, d'accord, même direction, même sens, même norme. Et on a aussi un parallélogramme. Si je trace ici les autres côtés, on se rend compte qu'on a bel et bien un parallélogramme. Donc cette propriété-là, elle est super importante, il faut la retenir. Tu vas l'utiliser un peu partout quand tu vas faire des calculs avec les vecteurs et que tu vas essayer de déterminer des vecteurs qui sont égaux dans une figure géométrique qu'on va te donner. Ensuite, on va voir la propriété du milieu. Alors la propriété du milieu, comme son nom l'indique, elle concerne le milieu de quelque chose. Et ce quelque chose, ça va être en fait le milieu d'un segment. Bah oui, en général, quand on parle du milieu en mathématiques et en géométrie, c'est souvent le milieu d'un segment. Hein. J'ai rarement vu le milieu d'autre chose. Et donc cette propriété du milieu nous dit que le point B est le milieu du segment AC si et seulement si le vecteur AB est égal au vecteur BC. Ça c'est assez évident quand on regarde le schéma. Tu vois bien ici que le vecteur AB c'est le même que le vecteur BC. Et on constate assez facilement que le point B est au milieu du segment AC. Alors pourquoi ça c'est pas vrai si on retire ici les flèches parce que si on retire les flèches, ici on a donc des longueurs. Sauf que ça c'est totalement faux. Regarde, je vais prendre un exemple. Ici je vais prendre le point A, ici je vais prendre le point B, et puis ici le point C. Donc on voit bien qu'ils ont la même longueur à peu près. Hein. La longueur AB c'est la même longueur que la longueur BC. Et pourtant si on trace ici le segment AC, ici je trace le segment AC, on voit bien que le point B n'est pas du tout au milieu du segment AC, hein. C'est totalement faux. Donc cette propriété-là n'est vraie que pour des vecteurs, c'est pour ça qu'il ne faut pas oublier les flèches ici. On va maintenant parler des coordonnées d'un vecteur, d'accord? Donc attention, on parle de coordonnées, mais on parle aussi de composantes, d'accord? Il peut arriver des fois qu'on parle de composantes du vecteur, mais les composantes d'un vecteur, c'est la même chose que ses coordonnées. Donc tu le vois ici, j'ai tracé un repère orthonormé avec l'axe des abscisses, l'axe des ordonnées et l'origine. On a placé des coordonnées ici, en abscisse et en ordonnée, et puis on a mis ici deux points, ainsi qu'un vecteur qui donc part du point juste ici et qui va jusqu'au point juste là. Et donc moi je t'annonce que ce vecteur, en fait, il a des coordonnées, d'accord? On peut parler ici de coordonnées d'un vecteur. Alors, ça veut dire quoi, les coordonnées d'un vecteur? Eh bien, les coordonnées d'un vecteur, ce sont les coordonnées de l'extrémité du représentant de ce vecteur ayant pour origine l'origine du repère. Voilà, on est bien avancé avec ça maintenant. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ça veut dire que les coordonnées de ce vecteur, ce sont les coordonnées du point qui représente donc l'extrémité de ce vecteur si jamais on le déplace de façon à ce que son origine vienne se coller à l'origine du repère. C'est-à-dire qu'on va tout simplement prendre le vecteur, on va le déplacer pour venir coller l'origine du vecteur à l'origine du repère, et donc ça va donner un vecteur comme ceci. Et donc les coordonnées du vecteur, ça sera les coordonnées de l'extrémité ici du vecteur qu'on aura déplacé. Donc c'est-à-dire que ces coordonnées, ça sera en abscisse 2 et en ordonnée 1. Et ça, on va l'écrire comme ceci. Donc on va l'écrire U, ayant pour coordonnées avec des parenthèses comme ceci. Et on va mettre l'abscisse en haut, c'est-à-dire 2. Et l'ordonnée en bas, c'est-à-dire 1. Donc voilà comment on écrit les coordonnées d'un vecteur, ou les composantes, je te le rappelle, c'est la même chose. Et en fait, si on réfléchit un peu, il n'y a pas besoin de faire cette histoire de déplacement, il faut simplement en fait calculer la différence des abscisses et la différence des ordonnées. Si on reprend notre vecteur U de départ ici, eh bien on remarque que la différence d'abscisse, c'est-à-dire on part de 1 et puis on arrive à 3, donc la différence ça sera 2, 3 moins 1 ça fait 2. Et la différence d'ordonnée, eh bien on regarde le point d'origine, donc c'est 1, son ordonnée,
coordonnée, le point ici de l'extrémité c'est 2, eh bien on fait la différence 2 moins 1, ça sera 1, donc c'est bien ici son ordonnée. Alors pour parler des coordonnées d'un vecteur, on l'écrit aussi souvent comme ceci, U est égal à 2, 1, d'accord? On rajoute souvent le symbole égal parce que c'est souvent plus clair comme ça. Et donc souvent on va faire des opérations avec les vecteurs lorsqu'ils seront écrits directement comme ça parce que parfois c'est plus simple. Mais ça, les opérations, on va le voir juste après. Mais avant de parler des opérations sur les vecteurs, eh bien on va parler du vecteur nul qu'on a vu tout à l'heure. Le vecteur nul, ses coordonnées, c'est quoi? Bah tu t'en doutes un peu, hein. Donc pour la différence d'abscisse, ça sera 0. Pour la différence d'ordonnée, ça sera aussi 0 puisque c'est un vecteur qui ne fait absolument rien. Il ne change pas, il ne bouge pas, il n'y a pas de déplacement. Bien, maintenant on va parler de la somme de vecteurs. Alors cette notion de somme, tu la connais déjà depuis l'école primaire, voire même l'école maternelle. Et cette histoire de somme, elle est vraiment intuitive, tu vas le voir. Ici on va commencer par introduire deux vecteurs, le vecteur U et le vecteur V. Donc pour rappel, ces vecteurs, en fait, ils représentent donc des translations, d'accord? Des translations de points. Eh bien, on va garder cette notion de translation pour comprendre comment fonctionne la somme de vecteurs. Eh bien, en fait, la somme de vecteurs ici de U et V, elle va s'écrire U plus V, comme la somme habituelle que tu connais avec les nombres. Donc U plus V, eh bien cette somme, ça sera égal au vecteur qui représentera la translation composée d'abord du vecteur U et ensuite du vecteur V. Pour comprendre, je vais prendre le point d'origine ici du vecteur U. On va l'appeler très modestement le point A. On lui fait subir une translation de vecteur U. On arrive donc à l'extrémité de notre vecteur U au point B. Et suite à cela, on fait subir à notre point B une translation de vecteur V. Alors là, on se dit, oula, attends, c'est un peu bizarre, là, notre point B, il est ici, notre vecteur V, il est ici, comment on fait, comment on se débrouille? Je te rappelle qu'un vecteur possède une infinité de représentants dans le plan ou dans l'espace, c'est-à-dire que ce vecteur, on peut très bien le mettre n'importe où, ça sera le même vecteur, c'est-à-dire que ce vecteur, on peut très bien le déplacer et le mettre ici, c'est-à-dire avec pour origine le point B, ça sera exactement le même vecteur. Donc c'est ce qu'on va faire, on va prendre le vecteur V, on va le déplacer juste là. Voilà, on a déplacé le vecteur V, on est venu le coller au point B. Et donc notre point B, on lui fait subir une translation de vecteur V, ce qui nous amène donc à un nouveau point ici qu'on va appeler le point C. Eh bien le vecteur U plus V, je le répète, c'est le vecteur qui représente la translation composée à la fois de la translation de vecteur U et de la translation de vecteur V. C'est donc la translation qui transforme le point A en B puis le point B en C. C'est donc la translation qui transforme le point A en le point C. Ben oui, puisqu'on transforme le point A en B puis le point B en C. Donc en fait, on aura transformé le point A en le point C. Donc le vecteur U plus V, ça sera tout simplement ce vecteur ici, le vecteur qui transforme directement le point A en le point C. Et donc ça, on peut l'écrire évidemment U plus V. Alors maintenant, parlons de la différence de vecteurs qu'on note U moins V, bah ça tu connais aussi, le moins, hein, ça tu connais. Eh bien U moins V, c'est tout simplement égal à U plus moins V. Et ça, tu connais. Le plus, on l'a défini juste avant, et le moins V, on l'a défini un peu plus tôt dans la vidéo lorsqu'on a parlé d'opposé de vecteur. Pour rappel, l'opposé du vecteur V, c'est le vecteur qui a la même direction que V, la même norme, donc la même longueur, mais de sens contraire. C'est-à-dire que bon, U moins V, pour notre point A, on lui fait d'abord subir la translation de vecteur U, puis ensuite on lui fait subir la translation de vecteur moins V, c'est-à-dire l'opposé de V. C'est-à-dire qu'on va prendre le vecteur V, on va le retourner, c'est-à-dire que la flèche ici va être dans l'autre sens. Donc on va partir du point B du coup, et hop, on va ici dessiner un autre vecteur, mais dans l'autre sens. Et donc ce point qu'on va appeler en toute logique le point D, ça va être ici la transformation de notre point A, la translation de notre point A de vecteur U moins V. Et donc on peut représenter U moins V, ça va être tout simplement ce vecteur-ci. Bien maintenant on va parler de la relation de Schall qui nous dit que AC est égal à AB plus BC. Bah ça c'est totalement logique par rapport à ce qu'on a dessiné juste ici. Tu vois que le vecteur AB plus le vecteur BC, ça nous donne le vecteur AC. Ça je l'ai expliqué juste avant avec les vecteurs U et les vecteurs V, mais c'est exactement la même chose, d'accord? Ici on applique d'abord la translation de vecteur AB, donc qui transforme le point A en le point B. Ensuite on applique la translation de vecteur BC, donc qui transforme le point B en le point C. Bah qu'est-ce qu'on a fait ici? On a transformé A en B puis B en C, donc on a transformé A en C. C'est exactement ce que nous dit cette relation de Schall, et donc elle est totalement logique. N'empêche, il faut quand même la retenir, elle est super importante.
Bien, maintenant en termes de coordonnées. On va essayer de faire la somme de vecteurs représentés par leurs coordonnées. Alors ici, les coordonnées du vecteur AB, c'est quoi? Eh bien ici en abscisse, déjà on avance de 1, puisque la différence d'abscisse entre l'extrémité et l'origine du vecteur, c'est 1. Et ensuite, la différence d'ordonnée ici, entre l'extrémité et l'origine, cette fois c'est un nombre négatif, d'accord? Ici, ça sera moins 2, puisqu'on descend. Effectivement, le point B ici, il a comme ordonnée 0, alors que le point A ici, il a comme ordonnée 2. Donc 0 moins 2, ça fait moins 2. Maintenant, le vecteur CD, si on regarde bien, ici, en abscisse, ici, on augmente de 1, c'est-à-dire qu'on va vers la droite. Donc le vecteur CD, déjà, comme abscisse, eh bien c'est 1. Et en ordonnée, ici, on monte de 1, d'accord? La différence d'ordonnée, ici, elle est de 1, entre D et C. Eh bien, si on calcule AB plus CD, qu'est-ce qui se passe? Bon, AB plus CD, ici, on va venir prendre le vecteur CD, on va venir le coller au point B. C'est-à-dire qu'ici, on va avoir un vecteur qui fait comme ceci. Et donc maintenant, le vecteur qui va nous intéresser ici, eh bien c'est ce vecteur-là, c'est la somme donc de ces deux vecteurs. Alors si on appelle très modestement ce point E, eh bien AE, il va être égal à quoi? Eh bien donc il va être égal à 1 moins 2, d'accord, ça c'est le vecteur AB, plus le vecteur 1, 1, ça c'est le vecteur CD. Eh bien devine quoi? C'est tout simple, il suffit simplement de faire la somme des coordonnées. Donc la somme des abscisses et la somme des ordonnées, c'est-à-dire qu'on fait 1 plus 1, 1 plus 1, ça fait 2, et la somme des ordonnées, donc moins 2 plus 1, moins 2 plus 1, ça fait moins 1. Eh bien regarde, c'est totalement logique. Regarde, on avance de combien en abscisse? On avance ici de 2, d'accord? On est à 1 déjà ici en abscisse, pour le point A, on est à 1. On arrive ici à 3, c'est-à-dire qu'on avance de 2. C'est ce qui est marqué ici en abscisse, on avance de 2 en abscisse. Et en ordonnée, eh bien on avance de moins 1, d'accord? Puisqu'on descend, on avance donc d'un nombre négatif. C'est vrai, hein, on est à 2 au début, puis là le point E, il est à 1 en ordonnée. Donc on a bien ici progressé de moins 1. Donc c'est totalement logique ici. Pour faire la somme de deux vecteurs, lorsqu'on connaît eh bien, les coordonnées de ces deux vecteurs, et pour connaître donc les coordonnées de cette somme de vecteurs, il suffit simplement de faire la somme des coordonnées. Ensuite, maintenant, on va parler de la propriété caractéristique du parallélogramme. La propriété caractéristique du parallélogramme nous dit que ABCD est un parallélogramme si et seulement si AC est égal à AB plus AD. Bon, ici sur le schéma, c'est assez évident. J'ai tracé un parallélogramme ABCD et on voit bien que le vecteur AD est égal au vecteur BC. Donc, par la relation de Chasles, le vecteur AC est égal au vecteur AB plus BC, mais comme BC est égal à AD, c'est égal aussi au vecteur AB plus au vecteur AD. Bon, maintenant prenons un contre-exemple, par exemple ceci, ABCD, ici tu le vois, on a un trapèze. Bon, si j'essaie de calculer AB plus AD, qu'est-ce qui se passe? Eh bien AB plus AD, le vecteur AD, on va venir le coller ici au point B, et donc ça va nous donner un vecteur qui va être comme ceci. Mais ce vecteur AD, il n'est pas égal au vecteur BC, donc par la relation de Chasles, ça ne pourra évidemment pas être égal au vecteur AC, et là, évidemment, on s'en rend bien compte, puisque là, on a un nouveau point ici qui n'existe même pas ailleurs. Et donc, évidemment, ce trapèze n'est pas un parallélogramme, donc cette égalité ici n'est pas vérifiée. On a parlé de la somme, maintenant on va parler de produit. En fait, un vecteur, on peut l'ajouter plusieurs fois à lui-même. Donc, par exemple, je peux calculer U plus U. Eh bien, U plus U, il va être en fait deux fois plus long, comme ceci. Donc ça va être U plus U. Donc effectivement, ici, j'ai bien collé deux fois le vecteur U. Je prends le vecteur U une fois, ici, je le mets là. Je le colle une deuxième fois à lui-même, et on a bien U plus U. Mais je peux venir même le coller trois fois à lui-même, c'est-à-dire que je peux calculer U plus U plus U. Voici le vecteur U plus U plus U, et effectivement, on a bien pris le vecteur U et on l'a collé trois fois. Donc une première fois, une deuxième fois, une troisième fois. Mais maintenant, si je veux le coller 128 fois, là, ça va commencer à être un petit peu long à écrire, hein, U plus U plus U plus U plus U, avec 128 U qui traînent. C'est pour ça que, par exemple, U plus U, on peut l'écrire tout simplement 2U, comme ceci. Et U plus U plus U, eh bien, tu l'as deviné, je pense, on peut l'écrire 3U. Bon, ici, c'est assez simple à deviner avec des nombres entiers, d'accord, 1, 2, 3. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe si au lieu d'avoir 2, par exemple, j'ai 1 demi de U? Ici, il faut juste être logique, 1 demi de U, c'est donc la moitié de U. Je prends donc la moitié du vecteur, c'est-à-dire qu'en fait, je vais venir m'arrêter à la moitié juste là. Et donc ça va être le vecteur 1 demi de U. Maintenant, avec des nombres négatifs, moins 1 fois U, moins 1 fois U, avec les nombres réels, tu sais que moins 1 fois X, ça fait moins X. Avec les vecteurs, c'est la même chose. Moins 1 fois U, ça fait moins U. Et ça, tu connais moins U, on l'a vu tout à l'heure, c'est l'opposé du vecteur U. Donc moins U, en fait, ça va être le même vecteur, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire que là, on a représenté ici moins U. Maintenant, moins 2U, moins 2U,
c'est tout simplement 2 fois moins u. En fait, c'est la même chose que pour les réels, encore une fois. Hein. Tu sais que moins 2x, c'est 2 fois moins x. Bah donc là, c'est la même chose. Si je veux calculer moins 2u, eh bien, je vais prendre 2 fois le vecteur moins u. Donc, moins 2u, ça va être tout simplement ce vecteur-là. Ici, c'est moins 2u. Et puis 0u, bah 0u, c'est tout simplement le vecteur nul, d'accord? Donc, je peux pas vraiment le représenter. Je peux dire que juste 0u, c'est égal au vecteur nul. Maintenant, en termes de normes, ça veut dire quoi? Eh bien, en termes de normes, tu l'as vu, à chaque fois, on a doublé, triplé la longueur, on l'a diminué, c'est-à-dire qu'on a divisé par 2 la longueur à chaque fois du vecteur u. Eh bien, la longueur, rappelle-toi que c'est la norme. Eh bien, du coup, on peut dire que pour un k qui est un nombre réel, donc pour k appartenant à l'ensemble des nombres réels, eh bien, la norme de k fois le vecteur u, eh bien, c'est tout simplement égal à k fois la norme du vecteur u. Eh bien ça, c'est totalement logique. Hein. Si je prends le vecteur u et que je veux le doubler, je vais donc le multiplier par 2, eh bien sa norme va aussi être multipliée par 2. C'est ce que nous dit ici cette proposition, c'est-à-dire que la norme du double d'un vecteur, eh bien c'est égal au double de sa norme. Par contre, cette fois-ci, attention, grosse erreur que l'on voit souvent, la norme de u plus v, ici, donc deux vecteurs u et v, la norme de u plus v, ce n'est pas égal à la norme de u plus la norme de v. Ça, c'est complètement faux, d'accord? Il ne faut jamais écrire que la norme de u plus v, c'est égal à la norme de u plus la norme de v. Et pourquoi ça? Bah, c'est tout simple, regarde, je vais prendre deux vecteurs, un vecteur u juste ici, je vais prendre un deuxième vecteur que je vais dessiner, donc le vecteur v juste là. Je vais calculer donc la somme u plus v, et bien donc je vais venir coller le vecteur v ici à l'extrémité du vecteur u, et donc le vecteur u plus v, eh bien ça sera simplement ce vecteur là, ça c'est u plus v. Et bah ici évidemment le vecteur u plus v, sa norme ce n'est pas égal à la somme des normes des deux vecteurs. Donc ça c'est faux en général, la norme de u plus v n'est pas égale en général à la norme de u plus la norme de v. Mais il y a un cas pour lequel ça marche, et donc je vais effacer le schéma parce que je vais en faire un autre juste après. Il y a un cas pour lequel c'est vrai, la norme de u plus v est égale à la norme de u plus la norme de v. Et ce cas particulier, c'est si les vecteurs sont collinéaires. Alors ça veut dire quoi des vecteurs collinéaires? Eh bien des vecteurs collinéaires, ce sont des vecteurs qui ont la même direction, c'est-à-dire que la pente de leur droite directrice eh bien, est exactement la même. Ça se voit assez bien avec cet exemple, hein. Le vecteur u et le vecteur v sont collinéaires puisque je peux très bien tracer une droite qui passe à la fois par le vecteur u et le vecteur v, donc ils ont exactement la même droite directrice. Donc ce sont des vecteurs qui sont collinéaires. Et là, si on fait la somme de ces deux vecteurs, on obtient un vecteur donc ici que je vais dessiner, c'est-à-dire le vecteur en vert juste ici. Ici, c'est donc u plus v. Ce vecteur u plus v va lui aussi avoir la même direction que u et la même direction que v. Et donc là, la norme de la somme va être égale à la somme des normes. Si je prends un autre vecteur n'importe où, par exemple ici, qu'on appelle le vecteur v, eh bien ces deux vecteurs sont encore collinéaires, puisque si on regarde leur droite directrice, eh bien leurs droites directrices sont parallèles, c'est-à-dire que leur pente va être la même. Et donc effectivement, si on prend le vecteur v et qu'on le colle juste ici, eh bien on va avoir un vecteur comme ceci. Et donc on se rend compte que le vecteur u et le vecteur v, si on les colle ensemble, eh bien ils peuvent appartenir à la même droite. Donc là aussi, le vecteur u et le vecteur v sont collinéaires. Et donc là, on aura bien l'égalité entre la norme de la somme et la somme des normes. Et donc pour exprimer cette notion de collinéarité de manière un peu plus rigoureuse, on peut dire que deux vecteurs u et v sont collinéaires si et seulement si il existe un k appartenant à l'ensemble des nombres réels. Donc ça, il faut savoir lire ça évidemment. Il existe un k réel, un nombre k, ok, tel que v est égal à k fois u. Donc effectivement, si je prends deux vecteurs et que l'un est proportionnel à l'autre, hein, c'est ce que nous dit ici cette phrase ici, il existe un nombre tel que v est égal à k fois u, ça veut dire que v est proportionnel à u. Ça veut dire qu'en fait, ils ont la même direction, puisqu'on a une notion de proportionnalité, c'est-à-dire qu'il suffit simplement de multiplier le vecteur par un nombre, positif ou négatif, hein, d'ailleurs ça marche aussi. Donc il suffit simplement de multiplier ce vecteur par un certain nombre pour obtenir le deuxième vecteur. Et bien dans ce cas-là, ils sont bien collinéaires. Enfin, la dernière notion que l'on va voir, c'est la notion d'orthogonalité. Bon, ça, on va pas en parler énormément, puisque les propriétés sur l'orthogonalité, tu vas le voir surtout l'année prochaine, en première. Mais c'est quand même bien d'introduire la notion. Donc, deux vecteurs sont orthogonaux, donc AB est orthogonal à CD, c'est comme ça qu'on lit, hein, est orthogonal, si et seulement si leurs droites directrices sont perpendiculaires. Donc, si
la droite AB est perpendiculaire à la droite CD, tout simplement. Voici un exemple de deux vecteurs qui sont orthogonaux. Effectivement, si je prolonge ici les vecteurs en traçant ici une droite, donc ici par le bas, et que je prolonge le vecteur V ici par la gauche en traçant ici une droite, et bien effectivement, les droites sont bien perpendiculaires. On a ici un angle droit, donc les vecteurs sont orthogonaux. Enfin, dernière chose que l'on peut savoir sur les vecteurs, qui n'est pas forcément au programme non plus, c'est la notion de vecteur unitaire. Donc voici la définition, un vecteur U est unitaire si et seulement si la norme de U est égale à 1. Donc un vecteur unitaire, c'est simplement un vecteur dont la norme vaut 1. Alors on peut se dire, ok, c'est pas super important, mais quand même, l'année prochaine, tu verras avec le produit scalaire, qu'un vecteur unitaire, ça peut être quand même assez intéressant dans les calculs. Alors moi, maintenant, je t'affirme qu'en fait, n'importe quel vecteur, tu peux facilement le transformer en vecteur unitaire. Et ça, comment faire? Je prends un exemple, voici un vecteur U dont la norme vaut 3. Voilà, j'ai dit que la norme de U est égale à 3. Et nous, on veut se ramener à un vecteur de norme 1, donc un vecteur unitaire. Comment faire? Eh bien, il est possible de réduire les vecteurs, d'accord? Si on multiplie par un nombre strictement supérieur à 1, eh bien, on augmente la taille du vecteur. Et si au contraire, on le multiplie par un nombre compris entre 0 et 1, eh bien là on va diminuer sa norme. Eh bien nous on veut un vecteur de norme 1, on a un vecteur de norme 3, donc on veut bien diminuer ici la norme de notre vecteur. Donc il faut trouver un nombre entre 0 et 1, tel que si on multiplie le vecteur U par ce nombre, eh bien on obtient une norme de 1. Ici c'est assez évident en fait, si je le multiplie par 1 tiers, si je multiplie U par 1 tiers, qu'est-ce qui se passe pour sa norme? Eh bien sa norme est aussi multipliée par 1 tiers, et 1 tiers fois 3, c'est égal à 1. Donc ici j'ai tracé 1 tiers de U, et en fait, 1 tiers de U, sa norme, je vais l'écrire, la norme de 1 tiers de U. On l'a vu tout à l'heure, avec la propriété de la norme ici, c'est égal à 1 tiers fois la norme de U. Et la norme de U, on a dit que c'était 3, donc c'est égal à 1 tiers fois 3. Et 1 tiers fois 3, c'est égal à 1. Donc 1 tiers de U, c'est un vecteur unitaire. Et en fait, on peut aussi l'écrire comme ça, 1 tiers de U, c'est égal à U sur 3. Ça, on a le droit aussi de l'écrire. Et en fait, de manière générale, U sur norme de U est un vecteur unitaire, d'accord? Quel que soit le vecteur U. Effectivement, si on divise n'importe quel vecteur par sa norme, eh bien, automatiquement, il va devenir unitaire. Et en fait, cette histoire de vecteurs orthogonaux et de vecteurs unitaires, tu l'as déjà rencontrée sans même t'en rendre compte. En fait, tu as déjà rencontré cette notion quand tu as parlé de base orthogonale, de base normée et de base orthonormée. Rappelle-toi les bases OIJ. Eh bien, ça vient de là. Quand on dit qu'une base est orthonormée ou orthonormale, ça veut dire que les deux vecteurs de base, c'est-à-dire en l'occurrence ici I et J, eh bien, sont orthogonaux, c'est-à-dire que leur droite directrice forme un angle droit, et ça veut dire aussi qu'ils sont unitaires, c'est-à-dire que leur norme ici vaut bien 1. Effectivement, la longueur des vecteurs ici c'est bien 1, d'accord? Ça se voit assez facilement sur le schéma. Et donc voilà, on a terminé ce récapitulatif complet du chapitre sur les vecteurs. Tu le vois, il y a quand même beaucoup de choses, beaucoup de notions, beaucoup de nouvelles choses à apprendre, pas mal de formules aussi à connaître, mais tu le vois, tout est assez logique, on retrouve les formules quand même assez rapidement. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo, je te remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout. Si elle t'a plu, partage-la sur les réseaux sociaux, lâche un like, un commentaire pour donner ton avis, abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les futures vidéos, mais surtout si tu veux me soutenir financièrement, va faire un tour dans la Médé boutique sur laquelle je vends des t-shirts comme celui-ci. Merci et quant à moi je te dis à la prochaine, salut!